Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaïdkoum et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de Vision. Alger rappelle donc son ambassadeur en France pour consultation suite à la diffusion sur des chaînes de télévision françaises de plusieurs programmes sur le Hirak notamment, avec un film qui a indigné les Algériens et qui ne reflète selon eux ni la dimension ni l'objet de la contestation populaire du 22 février. Un document jugé en somme superficiel, voire clivant et provocateur. L'esprit du Hirak, dont les effets et les bénéfices continuent de drainer une dynamique de changement profond à tous les niveaux dans notre pays, fait donc aujourd'hui l'objet d'une attention accrue par les médias français depuis plusieurs semaines, et ce dans un contexte économique et sanitaire mondial inquiétant et une situation sécuritaire régionale explosive, comme on le voit en Libye voisine, où le théâtre d'une guerre internationale est clairement en train de se mettre en place. Vision reçoit ce soir Mohamed Bouhamidi, enseignant des lycées en philosophie. Vous êtes chroniqueur de presse et militant politique. Bonsoir, Monsieur Bouhamidi. Merci d'être revenu dans Vision. Alors, avant de parler un petit peu de ces programmes controversés sur l'Algérie en France, l'Algérie, je viens de le dire, a choisi donc de rappeler, de réagir fermement d'abord par voie diplomatique à ce que l'État qualifie désormais d'attaque contre le peuple algérien et ses institutions, notamment l'armée nationale populaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'entre Alger et Paris, il y a désormais une crise diplomatique sérieuse? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Mes salutations publiques qui nous regardent. Le fait de rappeler l'ambassadeur est un acte à minima. C'est vraiment le minimum que l'Algérie devait faire. Parce que depuis la fameuse intervention d'un spécialiste financier qui a travaillé dans les années 1990 sur France 24. J'ai oublié son nom. Oui. Dans le Financial Times, et qui, à partir du Financial Times, avait beaucoup agi pour empêcher, dans les années 90, que nous ayons un prêt du FMI. À l'époque, nous avions énormément besoin d'argent. Et cet individu, bon, il est passé, et puis il avait, à propos de notre réaction à la crise sanitaire du Covid, déversé un certain nombre de contre-vérités, enfin de contre-vérités révoltantes. Depuis, la presse française n'a pas cessé, périodiquement, de façon assez régulière, d'attaquer alors à la fois l'État algérien, d'attaquer l'Algérie, jusqu'à ce point culminant, parce qu'à mon avis, ce documentaire sur le Hirak est un point culminant, qui est une ressenti non plus simplement, disons, par le gouvernement, le pouvoir, l'État, mais également par le peuple algérien, comme étant une atteinte, une grave atteinte, à son image. À son image. C'est important l'image. Comment se voir, comment on nous voit, etc. Et finalement, qui a porté atteinte à quelque chose que les Algériens croyaient avoir acquis. C'est la respectabilité mondiale. Que la Hirak, c'est-à-dire la phase première de la mobilisation populaire qui s'est terminée fin avril, début mai, avait accordé au peuple algérien. Fait unique, rare dans les annales de l'histoire, comment cette mobilisation populaire qu'on nous avons appelée Hirak avait réhabilité notre image, et après la dégradation de cette image qui avait été occasionnée par les dernières années de la gouvernance du président Bouteflika. Souvenez-vous, nous étions à la risée du monde. Nous étions en tout cas à la risée des émissions françaises, en France, qui nous montraient un président important qui ne savait pas parler, etc., et qui à l'époque n'était pas fait. Ces émissions n'étaient pas faites pour nous réconforter, nous, en tant que peuple algérien. Elles étaient faites sciemment pour provoquer notre colère. Notre colère était déjà présente, ce n'est pas ces émissions qui l'ont fabriquée. Alors, pour répondre à la question, vous dites qu'il y a crise diplomatique aujourd'hui entre les deux pays? Il y a crise diplomatique. En tout cas qu'il y a des éléments.
Non, il y a crise diplomatique entre nous, enfin la France et l'Algérie, depuis au minimum le mois d'avril 2019. À quel moment s'est manifestée cette crise diplomatique? C'est pendant la mobilisation populaire quand a émergé la position de l'ANP, de l'Armée nationale populaire, comme soutien au mouvement populaire. On se souvient, premier vendredi, deuxième vendredi, l'ANP nous avait juste promis qu'il y aurait des élections honnêtes, qu'il n'y aurait pas de pression, allez voter. Et nous sommes là. C'est à partir du troisième vendredi que l'ANP a compris que cet immense mouvement populaire, même s'il y avait des manipulateurs, écraser les manipulateurs, qu'il exprimait quelque chose d'infiniment profond. Et c'est l'armée qui a rejoint le mouvement populaire, c'est pas le mouvement populaire qui a rejoint l'armée. Et c'est pour cela que cette union, cette force, entre le mouvement populaire, la mobilisation populaire et l'ANP, a changé la donne. Parce que sans l'ANP, nous n'aurions pas pu dégager, et le président Bouteflika, et l'équipe qui était derrière lui, et surtout le système politique qu'elle représentait. Ça nous a donné. Je rappelle que dès ce moment-là, ce qui s'est passé sur le plan réel, c'est que cet État, cet gouvernement, ce pouvoir du président Bouteflika, qui était discrédité, qui était apparu comme illégitime, et donc qui justifiait une révolte populaire, dès qu'il y a eu l'alliance entre le peuple et l'ANP, non seulement ce qui était illégitime a été dégagé, disparu, mais il y avait au moins une institution de l'État, l'ANP, qui dans cette image dégradée du pouvoir avait gardé la légitimité. Donc, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui une vigueur peu observée depuis longtemps dans la voie diplomatique de l'Algérie, notamment contre ce que vous appelez certaines positions de la France à l'égard de l'Algérie? Ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait un changement de type révolutionnaire, il faudrait que le pouvoir en place soit totalement illégitime. Totalement illégitime, pas à moitié illégitime, pas en partie illégitime. Il faudrait qu'aucune institution de l'État ne soit légitime. Ce qui s'est passé en mars, c'est que l'ANP, en rejoignant le mouvement populaire, a sauvegardé la légitimité de l'État. Depuis l'époque, nous avons remarqué que les médias français, qui sont beaucoup moins libres qu'on ne pense, notamment les médias officiels, se sont mis à attaquer la légitimité même de l'ANP. C'est cela qui ne leur a pas permis de réussir le processus d'effondrement de l'État. Et donc la réussite de la révolution colorée. La crise, elle est là-bas depuis l'époque. Et depuis l'époque, souvenez-vous, il y a eu cette confrontation permanente entre l'armée et entre les médias français. C'est-à-dire le gouvernement français. Oh, on insultait Gaët Saleh, on disait voilà, c'est le... La crise n'a pas cessé. Aujourd'hui, ce que nous arrivons à quoi? Nous arrivons à une phase aggravée de la crise. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la réaction algérienne, M. Bouhamid? C'est le minimum. Mais c'est le minimum. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est le minimum? La France s'est mise en état de guerre contre notre pays. France 24, ce n'est pas un média libre. Le média, c'est le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. C'est pas autre chose. France 24 dit ce que pense le ministère français des Affaires étrangères, mais il ne peut pas dire. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est le fou du roi. C'est le bouffon à la cour. Et il dit ce que l'autre ne peut pas dire. Et donc il dit la véritable pensée de ce ministère. Et ce qu'ils ont dit sur nous, c'est-à-dire à propos d'Acta, c'est un acte de guerre. Et l'émission là, elle est passée dans une chaîne qui est une chaîne d'État. Une télévision publique, oui. Et c'est une chaîne d'État. Oui. Est-ce que dans une chaîne d'État, il y a quelqu'un qui peut aller critiquer Israël?
Alors comment vous expliquez aujourd'hui cette obsession, M. Bouhamidi, ces contenus récurrents, hostiles, sur le Hirak notamment, sur le Hirak algérien, sur l'État, sur les institutions, vous le disiez. Pour quelles raisons donc les médias français sont-ils obsédés en ce moment par l'Algérie? Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Ils sont obsédés par la crise du capitalisme. Ils sont obsédés par la crise qui frappe la France depuis au moins 2008. C'est-à-dire la crise financière précédente. Quand vous prenez les chiffres, vers 2008, l'endettement de l'État français était arrivé à hauteur de son produit intérieur brut, c'est-à-dire autour de 2000 milliards d'euros. Autour de 2000 milliards d'euros. C'est une crise financière terrible. Prenez ensuite l'évolution des solutions qui ont été ramenées à cette crise. Elles ont aggravé non seulement l'endettement français, mais elles ont aggravé le déficit commercial français. La France est devenue une puissance de seconde zone, en tout cas en Europe et dans le monde. Vis-à-vis de l'Allemagne, elle est en retard. Ce que nous voyons dans la relation entre nous et la France, c'est que la France, elle a une rente économique, elle a une rente coloniale. Ici, les médias algériens, à la suite de pseudo-penseurs économistes français, nous bassinent avec l'histoire que nous sommes une économie rentière. C'est-à-dire que nous avons le pétrole et nous vivons encore sur le pétrole sans rien faire. Bon, c'est des gens qui ne doivent pas se réveiller le matin pour aller voir les travailleurs algériens aller à leur boulot, les enseignants, les ouvriers. Et on nous a dit que le pétrole est une malédiction. Ça n'a pas été une malédiction lorsque nous avions une politique de développement national. C'est-à-dire juste après l'indépendance, jusqu'aux années 80. Le pétrole nous a servi à construire des écoles, des universités, faire des usines, donner du travail aux gens, etc. Il est devenu une malédiction à partir du moment où nous sommes rentrés, où nous sommes revenus en réalité dans l'option du système économique capitaliste. À partir de là, les revenus du pétrole n'étaient plus mis au service de notre peuple, de notre pays, de notre société, de nos besoins, mais mis au service des oligarques. Et vous voyez comme ça, aller au bout de cette option capitaliste, nous avons vu donc les oligarques qui sont actuellement en prison, mais aussi les ministres, les premiers ministres, etc., tous ceux qui ont profité. Le pétrole a été, pour nous, une bénédiction quand on avait le développement national. C'est devenu une malédiction qu'on a eu des ministres comme Bouchouarb, ou comme Chakib Khalil, qu'on a eu des courtiers comme Farid Bidjaoui. La malédiction n'est pas dans l'objet lui-même. Alors en quoi aujourd'hui elle est dans le rapport social. En quoi cette crise capitaliste dont vous parlez en Europe Je n'ai pas terminé sur cette idée. Allez-y. Alors, quel est le rapport de la France avec l'Algérie? C'est qu'avec le retour de cette option pour le capitalisme, la France a retrouvé vis-à-vis d'Algérie une position entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle a une rente coloniale sur ses anciennes colonies. Elle est évidente avec le franc CFA. Elle est évidente pour les pays, l'Afrique de l'Ouest, les ex-colonies. Elle est moins évidente pour nous. Mais si vous regardez bien, ce qui lui a permis à la France de pouvoir vendre, exporter chez nous, c'est ça, c'est cette relation coloniale qu'elle a su reprendre, sauvegarder à travers ses réseaux, à travers ses amis, à travers la création d'une véritable France-Afrique. Concrètement, pour le public qui nous écoute, si vous prenez les bénéfices ou là, les espaces comparatifs entre nos importations de la Chine et nos importations de la France, ce que la France maintient comme importation ici, c'est pas à partir de facteurs purement économiques. C'est à partir des facteurs de relations politiques et administratives avec l'État algérien, en tout cas avec ses amis qui sont cachés dans l'administration algérienne.
Regardez combien de voitures, combien de camions, combien de produits nous importons dans la réglementation algérienne définit les normes qui correspondent exactement aux normes de l'industrie française. Alors, la Chine, elle a supplanté la France. La France n'est plus qu'à 2/3 des importations que nous importons de la Chine. Elle est en train de perdre le marché algérien. Évidemment, quand les présidents, la relation néocoloniale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque Chirac a été élu, il venait chez M. Bouteflika, il prenait un chèque. Et il a sauvé Alstom. M. Sarkozy, c'est la même chose. Il est élu, il vient prendre ses contrats. Leurs performances économiques ne sont pas dues à des facteurs économiques, elles sont dues à des relations politiques. Et, Smaheli, cette relation, ces facteurs politiques sont en train de perdre de plus en plus leur efficacité. Pourquoi il y a cet incendie actuel? Eh bien, référez-vous à la dernière intervention du président Tebboune. Il annonce 3 choses. 1. L'Algérie n'ira pas au FMI. C'est pour les Français et pour l'ensemble du monde capitaliste. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que nous n'allions pas sous les fourches codines du FMI qui va nous imposer encore ces mesures d'austérité qui nous a imposées en 1994 et qui nous a obligés ensuite d'aller constamment pour reprofiler la dette au club de Paris, au club de Londres. Oui. 2. Le président Tebboune dit mais nous n'allons pas utiliser la planche à billets. Attention là, il annonce qu'il ne va pas tomber dans le jeu à l'inflation. Je ne sais pas si c'est le président Tebboune qui a décidé tout seul, ou son staff, évidemment, ça doit être son staff. Troisièmement, il annonce, il dit bon, ben, s'il y a des gens qui veulent créer une banque islamique, ils peuvent le faire. Bon, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Le plus simple, et à mon avis le plus vrai, moi je n'ai pas de relation avec les centres de l'État, c'est que toutes les tentatives à l'époque de... Alors, on va vous laisser le temps d'éteindre votre téléphone, Monsieur Bouhamidi. À l'époque, nous allons demander au marché informel, qui est notre plaie, qui est notre ventre mou, qui est notre grand problème économique, eh bien, on leur a demandé de venir déposer leur argent dans les banques publiques. Dans les banques islamiques, notamment. Non, à l'époque, ce n'était pas les banques islamiques. Non, je parle de maintenant. Et justement, allez les déposer dans les banques, personne ne vous demandera d'où vient votre argent, pourquoi. Lui, le président Tebboune, il dit, voilà, mais vous pouvez créer votre banque islamique. Vous pouvez créer votre banque islamique. Ça veut dire que cette mesure, elle va permettre, si elle marche, de drainer les 60% environ de la masse monétaire qui circule dans le pays. Les capitaux très importants qui échappent à la sphère d'accord, mais alors, mais qu'est-ce qu'il dit dans le même discours? Ces mesures ne sont pas des mesures, c'est des mesures de souveraineté nationale. Oui. C'est des mesures d'indépendance nationale. Ne pas aller au FMI, c'est l'indépendance, la souveraineté nationale. Ça ne les arrange pas. Très bien. On va juste un petit peu avancer, M. Bouhamidi. Essayez de faire un petit peu vite parce que nous avons plusieurs questions. Oui, allez-y. Il annonce que l'Algérie a opté définitivement pour une alliance avec la Chine sur les routes, sur les nouvelles routes de la soie. Cela signifie que l'Algérie a fait un changement stratégique qui va diminuer les capacités de la France à imposer une relation économique néocoloniale basée non pas sur la qualité de son économie, de ses produits, mais sur son influence politique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France peut abandonner un marché algérien alors que le Covid, c'est-à-dire la crise sanitaire
qui est venu... A déjà entamé la production mondiale. Oui. Et il y a 6% de perte au niveau du produit intérieur brut français au premier trimestre, 5,8. Nous sommes dans le deuxième trimestre. La situation va s'aggraver. Il y aura certainement encore de nouveaux pourcentages qui vont être perdus. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le changement de l'économie française qui s'est désindustrialisée, qui a externalisé, fait que les services, c'est-à-dire le tourisme, c'est-à-dire la restauration, c'est-à-dire l'hôtellerie, est devenu une grosse part de leur PIB. Et elle ne va pas être réanimée avant longtemps. Oui. À cause de la pandémie mondiale. Oui. Nous étions, la France et le président Bouteflika et l'équipe du président Bouteflika et la politique du président Bouteflika ont réussi à nous mettre dans une position néocoloniale qui avait permis à l'État français de drainer encore des ressources. Avec ces décisions nouvelles de l'État algérien, avec l'alliance avec la Chine, ils auront de moins en moins de chance. Or, la crise va obliger tout le monde capitaliste, c'est-à-dire des États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, elle va les obliger à plus d'agressivité pour conserver leur marché, pour pouvoir retirer des ressources qui leur permettent de combattre leur crise interne. Et leur crise interne, elle est terrible. Donc, quand vous parlez d'agressivité, justement, on la retrouve rien que cette semaine. Pour revenir sur une dernière question sur la presse française, notamment dans la sémantique utilisée en ce moment, vous avez utilisé le mot agressivité, donc on retrouve dans les titres sur les articles sur l'Algérie, comme, je vous donne quelques exemples, rétablir la force de frappe du Hirak ou encore manifestation contre la répression du Hirak, Algérie avec les combattants du Hirak, ça c'est signé le Figaro, et l'Humanité qui titre un vent de dégagisme porteur d'espoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette sémantique qui sort un petit peu de la réserve et de la neutralité que l'on connaît un petit peu dans la presse internationale? C'est une sémantique guerrière. Alors, dans une discussion précédente, je vous avais dit que le Hirak a connu plusieurs phases. La première phase, la mobilisation populaire, c'est le Hirak. C'est le Hirak. La deuxième phase, à partir du mois de mai, c'est un nouveau mouvement qui est né. Mais ce mouvement, il est déjà mort. Parce qu'il est déjà mort, il était dans une force unité. Et nous allons reparler de force unité à partir du documentaire. Il prépare une troisième phase. C'est que l'échec de la chute de l'État fait qu'ils vont être obligés de passer à une phase de la violence. De la violence réelle. Hadi, c'est la violence symbolique. Ce qu'il est en train de dire. Les combattants, bientôt, on va dire les combattants de la liberté. Comme on l'a dit d'ailleurs pour les terroristes d'Alger à l'époque, c'est une sémantique guerrière. Oui. C'est une sémantique qui prépare les esprits, les opinions à la présence d'une violence en Algérie. Et c'est pas préparer l'opinion algérienne, c'est préparer leur propre opinion. Pour que demain, l'opinion française, bon, comme toute l'opinion mondiale, qui avait été abreuvée de caractère pacifique de la première phase de la mobilisation, puisse virer sa puttie. C'est-à-dire qu'elle puisse virer vers une nouvelle perception de ce qui se passe en Algérie, perception dans laquelle les gens qu'on dit opprimés, qu'on dit réprimés, qu'on dit écrasés, aient le droit symbolique de résister. Oui. Et de résister par la violence. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à votre avis, les rassemblements sporadiques qu'on a pu observer ces derniers jours, en fait, notamment pendant le contexte sanitaire que l'on connaît, et donc les rassemblements sont interdits, est-ce qu'il y a, selon vous, d'après ce que vous êtes en train de dire, la volonté de raviver ou de créer
un post-Hirak beaucoup moins pacifique, celui-là, voire violent. Pour les jeunes qui ont manifesté, je n'ai pas d'informations précises, pouvant les accuser d'être manipulés dans cette direction. Mais d'abord, je n'oublie pas que le MAC existe. Je n'oublie pas qu'il a de nombreux militants. Et je n'oublie pas que Farhat Mehni a appelé à la création d'un corps de contrainte, c'est-à-dire, en termes clairs, d'une milice. C'est possible. Par contre, ce que je vois, ce qui est clair, c'est que le langage de la presse française est un langage agressif et guerrier. Voilà ce que je vois. Et il prépare l'opinion publique française, non pas simplement à des problèmes en Algérie, il se prépare. Ils préparent leur opinion à des problèmes dans le Sahel. Dès que le Covid a commencé, dès que le Covid, c'est-à-dire c'est très vite, il y a eu une étude d'un institut français qui relève des affaires étrangères qui dit voilà, cette épidémie, elle va être tellement grave, tellement désastreuse, tellement destructrice qu'il est prévisible que des États du Sahel africain, c'est-à-dire le Burkina, c'est-à-dire le Sénégal, c'est-à-dire le Mali, vont éclater, ils vont se casser. Ça, c'est pas une analyse objective, qu'en réalité, c'était le début de la crise sanitaire. Et c'était une psyope, c'était une opération psychologique. C'est-à-dire que la France se préparait à régler d'une nouvelle façon les problèmes insolubles qu'elle n'a pas arrivé à régler au Sahel. C'est-à-dire qu'au Mali, ces opérations, je ne sais plus comment ça s'appelle, Barkhane, etc. Tout ça, c'est un échec. Mais c'est un échec qui est voulu. C'est-à-dire qu'il faut introduire le Mali dans un chaos permanent, interminable, destructeur, jusqu'à ce que ce chaos produise l'effet attendu qui est l'effondrement interne du Mali, qui se casse de lui-même, que les Touaregs du Mali, Azawad, que la France flatte depuis au moins 40 ans, que les Bambara, que les... L'effondrement. Mais l'effondrement de ces États-nations, comme vous le dites, M. Bouhamidi, constituerait aussi, comme on l'a souvent entendu, de la part d'officiels français, notamment donc sur l'Algérie, sur des grands pays comme le Mali, constituer une menace pour l'autre rive de la Méditerranée en termes d'immigration clandestine. Comment concilier entre ces deux visions? Oui, bon, d'abord, ce qui constitue une menace pour l'impérialisme français, c'est l'existence des États nationaux. Ce n'est pas l'existence de cantons ethniques. C'est l'Algérie unie avec un État national souverain qui est une menace pour la France, pour les intérêts de l'État colonial français. Pas pour la France, je veux dire le peuple, la culture française. Pas du tout. C'est pour l'État néocolonial français. Donc vous dites qu'il faut dissocier entre l'État et le peuple français. Mais évidemment qu'il faut dissocier. Nous n'avons pas oublié que les porteurs de valises nous ont aidés. Et n'oublions pas que les gilets jaunes, c'est un peu nos frères, c'est même beaucoup nos frères, parce qu'ils vivent, ils souffrent de leur propre impérialisme. C'est la politique économique de leur État, de leur gouvernement qui les a mis dans cette situation de misère. Et ça va aller en s'aggravant. Nous sommes les frères de conditions avec les banlieues, avec les populations émigrées, qu'elles soient, je veux dire, d'Algérie ou d'ailleurs, du Sénégal, du Mali. Mais l'immigration, ça les arrange. Ce que les gens ne comprennent pas, tout ça, c'est du cinéma. Mais ils ont besoin de l'immigration. Et qu'elle soit clandestine, précisément, et non pas légale. Et pourquoi clandestine? Alors, premièrement, vous prenez toutes les études démographiques. Il y a une baisse de la natalité européenne, mais une baisse très grave. C'est-à-dire qu'il y a une dénatalisation. Le nombre de naissances ne compense pas le nombre de morts. La population européenne vieillit. Vieillissante, oui. Oui. Non seulement elle vieillisse, mais la part des femmes qui sont en possibilité d'accoucher, elle diminue. Et donc la crise démographique, elle est intense.
et elle va les détruire. Elle va les casser. Ils ont besoin de renouveler leur population. Il faut qu'ils ramènent des forces qui sont jeunes. Mais comment vont-ils le faire? De façon légale et de façon digne pour ces nouveaux arrivants en Europe? Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'en même temps, pour leur propre population, pour leur propre peuple, ils sont en train de casser le code du travail. Ils sont en train de casser le droit du travail. Il faut que leur propre peuple soit moins payé. Regardez comment l'évolution du droit du travail fait que les gens sont de moins en moins bien payés. Ouais. Ils travaillent plus. Oui. Pendant ce Covid, la presse française, elle a attaqué disons, le gouvernement algérien en l'accusant de vouloir profiter du Covid pour arrêter le Hirak. Bon, s'il n'avait rien fait, on aurait dit voilà, il pousse les gens à mourir de la maladie. S'il fait, on l'accuse d'avoir de mauvaises intentions. Je ne sais pas, moi, si le gouvernement algérien a de mauvaises ou de bonnes intentions. Moi, je sais qu'il fallait absolument préserver nos vies, notre santé, etc. Par contre, ce que je vois clairement, c'est que pendant ce Covid, pendant le confinement, le gouvernement français, l'État capitaliste français, il a frappé les Français 2 fois, de façon très grave. La première fois, c'est qu'il a modifié de façon non urgence la loi sur le travail. Ils l'ont enlevé. Parce qu'ils ne pouvaient pas enlever avant, hein, quand la situation était normale. Eh bien, ils viennent d'enlever aux travailleurs français un certain nombre de droits. Mais ils viennent de faire plus grave. Il y a la loi Avia, dictée à la ministre française, qui leur interdit la parole. Ils nous accusent de répression, de loi de... Ils viennent de leur enlever la parole. C'est-à-dire toute parole aujourd'hui dissidente va être non seulement, comment on appelle ça, elle va être interdite. Avant, on l'attaquait. Il n'est pas dans la pensée correcte, c'est un extrémisme. Lyon, ça va être interdit, et interdit par la loi. C'est un État qui a légalisé l'interdit de la parole. Alors, on va un petit peu avancer sur le documentaire en question, le documentaire qui, comme je le disais, a indigné les Algériens. Son réalisateur, un franco-algérien d'ailleurs, a dit que son film n'était pas pour plaire. Quel est selon vous le regard qu'a porté ce documentaire sur les valeurs, sur les classes sociales algériennes? Et est-ce qu'il y a eu, sur la femme aussi particulièrement, parce que le débat a été soulevé à ce niveau-là, et est-ce que selon vous, et ce sera la deuxième partie de la question, est-ce que selon vous, il y a eu la volonté de confronter deux classes qui sont souvent dans un bras de fer, des idées, notamment les progressistes et les conservateurs, M. Bouhamidi? Oui. Mais d'abord, ce documentaire est un acte de guerre. Alors pour les jeunes qui peuvent nous écouter, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns qui nous écoutent, les guerres de 4e et 5e génération ne se mènent pas d'abord par les armes, mais essentiellement, et à près de 80-90%, par l'information et par le travail idéologique, le travail psychologique. Elles se gagnent ou elles se perdent, les guerres de 4e et 5e génération, sur le plan de la communication. Ce documentaire est un acte de guerre. Mais avant de venir, pourquoi c'est un acte de guerre, je vais parler des jeunes, des réactions ici en Algérie. Les gens étaient indignés. Bon, ils nous ont trahis, ils ont sorti un certain nombre d'analyses, ils nous ont trompés. Si les gens sont indignés, c'est pour une raison qu'ils n'ont pas avouée, ou là qu'ils n'ont pas comprise réellement. Dans la mobilisation populaire, on avait réussi à réhabiliter notre image de peuple. Nous nous sentions comme un peuple avili par Bouteflika. Par le président Bouteflika. Nous nous sentions avilis. Oui, je dis président parce que je respecte l'Algérie. Il a été président, je ne vais pas le... C'est par respect pour notre pays que je dis monsieur le président Bouteflika. Nous avions été avilis. Nous nous sentions avilis, nous nous sentions rabaissés. Il y en a avec des images d'Akoult Abbas qui présentent. C'était horrible pour nous.
le degré de dégradation, d'avilissement dans lequel nous étions. Et nous avions cru que la grande mobilisation populaire, en tout cas dans sa première phase, nous avait réhabilité. On était contents. On avait au moins la réparation narcissique. Et la réparation narcissique, ce n'est pas péjoratif. C'est légitime. Elle est bien sûr qu'elle est légitime. Ouais. Enfin, on se sentait normal. Et ce type-là, avec cette chaîne de télévision, avec les chefs de la télévision qui sont derrière et qui orchestraient, il vient et l'image de ce peuple mûr, politique, qui avait un programme, qui voulait changer, disparaît totalement. Et ça devient quoi? Ça devient une question individuelle. C'est ça qu'il reproche fondamentalement. À l'intérieur, ce choc, il ne concerne pas simplement les gens qui sont solidaires avec ces jeunes. Et c'est le choc pour nous tous, qui ne me sont pas du tout solidaires avec ces jeunes. Mais c'est mon droit. C'est mon droit. Il y a beaucoup même de gens qui doivent être contre eux. Mais même moi, je me sens dégradé par ces documentaires. Mais même les autres, c'est-à-dire les conservateurs, les vieux barbants, les gars. Parce qu'il nous a touchés, non pas dans leur image, ce garçon, il nous a touchés dans l'image que nous avions cru avoir récupérée. Et donc voilà combien notre image est fragile, quand notre image dépend de l'étranger, dépend du regard de l'autre, et pas de nous. Voilà le premier point. Le deuxième point. Pourquoi ces jeunes disent qu'ils ont été trahis? Parce que cet documentaire est un exemple, est une preuve vivante qui les touche dans leur psychisme le plus profond. Que la manipulation, ça existe. Quand on disait, attention, il y a des forces organisées, les journaux étrangers, l'AFP, le France 24, tout ça, ça manipule. Mais qu'il y avait aussi en Algérie des ONG qui manipulaient. Non. Ils se présentaient, ils refusaient l'idée même de penser la manipulation. Parce qu'ils voulaient que leurs actes soient des actes entièrement libres et non déterminés, causés, expliqués par une intervention extérieure qui n'est pas la leur. Je vais vous lire tout à l'heure une citation de Hegel qui explique bien ça. Et c'est que s'ils reconnaissent qu'il y a manipulation, il faut qu'ils revoient tout le film, c'est-à-dire depuis le début. Or, ils refusaient cela. Ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'ils ont été dans l'erreur. Et c'est une réaction de défense personnelle, qui est légitime. Parce qu'il faut discuter avec eux. Nous devons discuter, nous tous les Algériens. À quel niveau ils ont été manipulés, selon vous, M. Bouhamidi? Rappelons que ce sont, pour la plupart, qui ont témoigné dans le documentaire, ce sont des jeunes Algériens qui sont dans la vingtaine. D'accord. D'accord. D'abord, le réalisateur, il n'avait aucune possibilité de faire passer son documentaire dans une chaîne française sans que la chaîne soit d'accord. Est-ce que quand même, c'est pas ça de... Quand nous trouvons le film, ensuite, il faut qu'il y ait les moyens à la chaîne. Ensuite, ceux qui se sont justifiés, les jeunes hommes qui se justifient, qui ont dit, mais attendez, nous, on a vu une première fois, ils ont raconté un processus par lequel cet acte individuel, qui était un pur acte de curiosité, disons, philosophique, c'est le Hirak, est devenu, attention, maintenant on va faire un petit film, un petit doc, qu'on va mettre sur YouTube. Ou est-ce qu'ils le mettent sur YouTube? Ou est-ce qu'ils le mettent sur cette chaîne? Quelle est la différence? Écoute, on voit les mêmes choses, les mêmes filles qui fument, qui boivent, qui... Peut-être le niveau d'audience, parfois. Le viol, qui n'a été regardé par 10 personnes ou par 1 million de personnes, c'est un viol. Vous assimilez ça à un viol? Bien sûr que c'est un viol. Un viol de quoi? Précisément. Je vais revenir sur le viol. Je vais revenir. Et au fur et à mesure, il leur annonce que ce qu'il a pris comme photo, comme film, comme image,
Bon, il va passer dans une télé. Et après, il va passer dans cette grande télé. Donc, au fur et à mesure, il les a préparés et il leur a annoncé en même temps que le projet s'est modifié. Quand vous modifiez le projet que vous m'avez proposé, c'est-à-dire que vous avez modifié l'accord de base, et ils n'ont rien dit. Et ils se retrouvent, en fin de compte, dans la situation suivante. C'est que leur intimité, qu'ils ont dévoilée, parce qu'ils ont dévoilé leur intimité, elle est mise devant le public. Oui. Et c'est pas ça qui les gêne. Ça ne les gêne pas du tout. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent nous assumons. C'est-à-dire nous assumons que nous buvons, nous assumons que nous fumons, nous assumons que nous avons envie de liberté sexuelle, etc., de libération sexuelle. Ce qui est leur problème, ce qui est leur droit. Les libertés individuelles, tout à fait. Ce sont des libertés individuelles. C'est leur droit Oui. de Barasouane. En quoi ça concerne le public, oui. Le public qui a leurs orientations sexuelles, leurs désirs sexuels. Ce qui les gêne, c'est qu'eux-mêmes apparaissent comme des manipulateurs. Parce qu'ils disent, nous sommes dans le Hirak. Mais quand ils ont été dans le Hirak, ils ne sont pas allés pour dire la vérité de leurs désirs. Quand nous rentrons dans le Hirak, non pas pour les idiots nobles dont vous parlez, c'est-à-dire la liberté pour le peuple, la dignité dans le travail, le règlement de nos problèmes universitaires, de santé, etc., mais pour que nous ayons la liberté sexuelle. Et donc il y a tromperie. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont trompé. Eux-mêmes. Et ils sont gênés par le fait que leur discours ne peut plus arriver, marcher masqué. Ils se sont démasqués. Pourquoi le viol? Cette chaîne de télévision et ces messieurs ont violé ces personnes. C'est un viol symbolique. On les a violés dans leur intégrité psychique. Parce qu'ils n'avaient pas à mettre sur la place publique leurs fantasmes, leurs rêves. Et d'autant plus qu'ils lui ont dit que ça, c'est nos rêves personnels. Il les a violés dans leur intégrité psychique. Il les a violés dans leur intégrité sociale. C'était un viol. Le problème, c'est que c'est tellement gros que ces jeunes, au lieu de condamner leur violeur, parce que celui-là qui est condamnable, et si nous étions réellement en France, dans un état de droit, ils auraient dû l'attaquer pour viol de leur intimité, de leur vie, etc. Et où est la chaîne? Les deux. Et les deux sont des violeurs. Et au lieu de condamner les violeurs, on condamne le peuple algérien. Puisqu'ils ont dit, voilà maintenant, la société, notre peuple, il va nous attaquer. Pour écart moral. Qui fait chianer Rouma, ils vous violent et c'est nous qui sommes les coupables. C'est ce que je veux leur dire. Nous ne sommes pas coupables de vos écarts. Et même si le peuple algérien a le droit, de discuter des mœurs qui sont acceptables ou inacceptables dans son pays. Je parle des mœurs. Oui. Je ne parle pas des orientations sexuelles, parce que depuis la nuit des temps, dans le monde arabe, ces orientations sexuelles, toutes les orientations sexuelles étaient admises, et même dans les cours taïrois, et chez les poètes, partout. Ce n'est pas eux qui vont nous apprendre, nous donner des leçons sur ce plan-là, quand nous avons eu les mêmes... c'est pas eux qui vont nous apprendre ça quand nous on a eu les mille et une nuits. De ce point de vue-là, au moins, ils ne peuvent pas nous donner des leçons sur ce qu'on appelle l'érotisme. Plus loin, c'est-à-dire, il dit que la chaîne a fait le jeu du gouvernement algérien. Mais enfin, pourquoi vous attaquez le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement algérien qui vous a violé? C'est insensé. Et nous avons ici quelque chose d'important à signaler. C'est la difficulté, sinon l'impossibilité, pour ces jeunes
de se penser et de penser leurs actes. Ils sont obligés chaque fois de trouver un coupable qui est extérieur, jamais en eux. Et sur le problème des jeunes, ils sont jeunes. Oui, d'accord. Moi, je vais accepter ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, bon, ils sont jeunes, donc ils ont pu se tromper. Mais s'ils sont jeunes, ils peuvent se tromper. Qu'est-ce qu'a montré ce documentaire? C'est qu'ils sont immatures. C'est que jeunes. Et donc jeunes. Oui, mais s'il est la jeunesse est un petit peu synonyme. D'accord, mais s'il est immature, comment est-ce qu'il peut prétendre à diriger un mouvement qui va transformer l'Algérie? S'il est mature, il est mature. Quoique. Oui. Ben Mehdi, il avait 23 ans. Ben Boulaïd. C'est pas tout à fait la même génération, ni le même peut-être niveau de conscientiabilité. On va un petit peu avancer, M. Bouhamidi, parce qu'il nous reste... Et donc c'est bien cela. S'ils sont immatures, ils ne peuvent pas prétendre à diriger un mouvement aussi important que le mouvement révolutionnaire que nous sommes en train de vivre en Algérie. Je ne crois pas qu'ils se soient présentés comme des dirigeants du mouvement, mais comme des militants, enfin, en tout cas, à l'intérieur... Vous êtes toujours un militant tant que vous n'êtes pas dans l'image. Une dernière question, Monsieur Bouhamidi, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps, 3 minutes pour terminer cette émission. Moi, j'aimerais qu'on termine sur les perspectives de cette crise. En même temps, enfin, il y a des crises multiformes aujourd'hui dans le pays. Donc, la crise sanitaire, cette crise diplomatique qui se profile avec la France. Et quelles sont les perspectives d'un agenda qui, visiblement, cible un agenda international, cible l'Algérie en ce moment, avec tout le contexte régional que l'on connaît? Alors, à mon avis, l'agressivité de la France actuelle, les Français ont fait des mauvais calculs parce que, en plus de la crise dite à le Covid, nous avons eu des problèmes financiers liés au pétrole, au prix du pétrole. Mais nous avons aussi de graves problèmes nouveaux qui sont liés à la baisse des commandes du gaz naturel par l'Italie, par l'Espagne. Cette entrée en guerre de la France contre l'Algérie, elle ne peut se traduire que par les éléments suivants. On va les prendre. Première attaque contre l'Algérie, c'est ce pouvoir, ce président, ce gouvernement ne sont pas légitimes. Et s'ils ne sont pas légitimes, donc il est légitime de les combattre. C'est ça, c'est le premier axe sur lequel ils vont travailler. Le deuxième axe sur lequel ils vont travailler, c'est que ce pouvoir est un pouvoir répressif. Il réprime, il casse les libertés, et cet axe-là est un axe. Oui, il est un axe justificateur d'une intervention étrangère. Et c'est un acte. Argument récurrent. Oui. Troisième axe. Celui-là, il est ancien. Mais il va être. Ils ont rajouté quelque chose de nouveau. Depuis l'intervention du président Tebboune, pardon. Il disait, dès que le Hirak a commencé, attention, la situation économique elle est alarmante, vite, il faut prendre des mesures et aller appliquer tout de suite les mesures du FMI. Il nous effrayait, il nous faisait peur pour nous amener, comme des moutons, mettre notre tête sous la guillotine de l'FMI. Il vient de rajouter quelque chose. Il fait de la troisième axe. Après ce qu'a dit Tebboune sur les trucs. Le président Tebboune, pardon. Il vient de rajouter, non seulement il y a un alarmisme, et il y a une alerte économique, mais vous avez des dirigeants qui sont des fous. Des sont incompétents et des fous. La folie, qu'est-ce que c'est? C'est les mesures que je vous ai annoncées. Pas de FMI, pas de planche à billets. Et association avec la route de la soie. Voilà les trois axes sur lesquels ils vont attaquer le pouvoir en général et l'État. Mais ils vont en Algérie, pour nous, peuple algérien, société algérienne, ils vont crier, ils vont profiter, ils vont mettre de l'huile sur le feu de toutes les divisions possibles et imaginables. Voilà. Alors je répète, Monsieur Mohamed Bouhamidi, vous êtes enseignant des lycées en philosophie et chroniqueur de presse. Vous êtes aussi militant politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau rendez-vous de Vision. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Bonsoir.